Imagine un instant suspendu dans le temps, là où la frontière entre le possible et le miraculeux disparaît. Dans la chaleur écrasante d'un après-midi en Arizona, une fillette de 6 ans prénommée Emily Carter se tenait debout, tremblante, au bord de l'impossible. À ses pieds, la terre poussiéreuse du parc animalier Wild Haven semblait vibrer, comme si elle retenait son souffle. Devant elle, une scène que même ses cauchemars n'auraient pu inventer. Son chien adoré, un berger allemand à 3 pattes nommé Ranger, se tordait dans les anneaux d'un python birman gigantesque. Les écailles du serpent brillaient comme des pierres mouillées sous le soleil impitoyable, alors que son corps puissant resserrait lentement son étreinte autour de la poitrine de Ranger. « Ranger !» hurla Emily, sa voix brisant le silence. Dans ses mains, un objet presque aussi grand qu'elle, la tige électrique de son père, destinée à repousser les grands animaux. Elle n'avait que 6 ans, mais ses bras tremblaient sous le poids de cette décision. Le cœur battant à tout rompre, elle fit un pas en avant. C'est alors qu'elle l'entendit. Un grondement sourd, profond, presque tellurique. Un grondement qui semblait venir du sol lui-même. Emily se retourna lentement. Ses yeux bleus s'écarquillèrent d'un mélange de terreur et de fascination. Sortant des hautes herbes dorées par le soleil, un groupe de lions avançait en silence. Une fierté entière. Leur démarche majestueuse baignait dans une lumière dorée. Et leur regard, fixé sur la scène devant eux. Dans cet instant figé, Emily prit une décision. Une décision qui allait tout changer. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions en commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Et maintenant, reprenons le cours de l'histoire. Wild Haven s'étendait sur plus de 200 hectares de désert arizonien, aménagé pour reproduire les habitats naturels des animaux qui y vivaient. À l'écart de cette réserve immense se trouvait une modeste ferme rénovée en clinique et refuge animalier. C'était là que vivait la famille de Carter. La petite Emily, son père Thomas et sa grand-mère, Madame Eleanor Carter. Emily n'était pas une enfant ordinaire. Petite pour son âge, les cheveux blonds comme du blé, les yeux clairs comme le ciel de printemps, elle possédait une connexion étrange avec les animaux, une sorte d'osmose, comme si elle les comprenait, comme si elle parlait leur langue. Sa grand-mère Eleanor, vétérinaire à la retraite, le disait souvent. Cette enfant, elle est née avec le don, le vrai. Depuis qu'elle avait perdu sa mère à la naissance, Emily s'était toujours tournée vers les animaux pour combler ce vide. Elle passait des heures à leur lire des livres à voix basse, installée au milieu du refuge. Son préféré restait le livre de la jungle, qu'elle connaissait presque par cœur. Ranger était arrivé au refuge 3 ans plus tôt, un héros brisé. Ancien chien de recherche et sauvetage, il avait sauvé un enfant d'un incendie avant qu'un immeuble ne s'effondre sur lui. Il avait perdu sa patte avant droite ce jour-là, et ses cicatrices, physiques comme psychologiques, l'avaient rendu craintif, instable, presque ingérable. Jugé inapte à l'adoption, il devait être euthanasié. Mais Emily n'avait écouté personne. Ignorant les mises en garde, elle s'était glissée dans la cage de Ranger. Elle s'était assise sans un mot, posant sa petite main près de sa patte abîmée. Le lendemain matin, on les avait trouvés tous deux endormis, l'un contre l'autre. Dès lors, ils étaient devenus inséparables. L'enfant sans mère et le chien sans avenir, réunis par un instinct plus fort que la peur. Thomas Carter, le père d'Emily, était le chef de la conservation faunique de Wild Haven. Un homme grand, au visage marqué par le soleil et les responsabilités. Il passait souvent de longues journées sur le terrain et comptait sur Eleanor pour s'occuper d'Emily en son absence. À 72 ans, Eleanor Carter n'avait rien perdu de son énergie ni de son autorité naturelle. Ancienne vétérinaire de renom, elle gérait le refuge avec autant de rigueur que d'amour. Toujours coiffée d'un chignon impeccable, les mains tachées d'onguents ou de désinfectants, elle dispensait conseils, soins et parfois des biscuits faits maison à ses pensionnaires. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu éclatant typique des matins d'Arizona. Emily était assise en tailleur sur le perron du refuge, lisant à voix haute à Ranger allongé à ses côtés. Ses oreilles tournées vers elle, le chien la fixait avec une attention presque humaine. Lorsque le passage sur Mowgli et sa bravoure arriva, la porte du refuge s'ouvrit à la volée. Eleanor tenait un téléphone dans une main et un torchon dans l'autre. Son visage, habituellement calme, trahissait une inquiétude inhabituelle. « Ton père arrive dans quelques minutes, ma puce », annonça-t-elle d'un ton pressé. « Il y a un problème au parc, et il n'a trouvé personne pour te garder aujourd'hui. » Emily ferma son livre, une étincelle d'enthousiasme dans les yeux. Elle n'allait presque jamais au travail de son père. « Est-ce que Ranger peut venir aussi ?»
Elle posa naturellement sa main sur la tête du chien, comme pour sceller leur pacte. « Oh Émilie, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le parc n'est pas fait pour un chien à 3 pattes, encore moins en pleine crise. Mais mamie, il panique quand je pars trop longtemps. Il croit que je ne reviendrai pas. » Ce n'était pas un caprice. Depuis son accident, Ranger souffrait d'une anxiété de séparation aiguë. Chaque absence d'Émilie laissait derrière elle des portes griffées et des coussins éventrés. Eleanor soupira longuement, luttant entre la raison et l'évidence. « Bon sang, d'accord. Mais vous écoutez votre père, compris ? Wildhaven n'est pas un terrain de jeu. Encore moins aujourd'hui. » Quelques minutes plus tard, le pick-up de Thomas apparut dans un nuage de poussière. Il avait le visage fermé de ceux qui ont déjà vécu trop d'imprévus pour une seule matinée. « Merci maman, dit-il en aidant Emily et Ranger à monter à l'avant du véhicule. Un nouvel employé a oublié de verrouiller une porte pendant le nourrissage. On a des animaux hors enclos. Tout le monde est mobilisé. Pendant le trajet, Emily appuya son front contre la vitre, regardant le désert se transformer peu à peu en réserve naturelle. Ranger, nerveux, s'allongea sur ses genoux, pesant de tout son poids contre elle. Elle caressa doucement son oreille. « Ça va aller, mon grand ? On reste ensemble, comme toujours. » Une fois garé près du bâtiment administratif, une structure basse, en adobe, Thomas se tourna vers sa fille. « Écoute-moi bien, Emily. Tu restes dans mon bureau. Tu n'en sors sous aucun prétexte. Et tu gardes Ranger en laisse. Il y a trop de choses imprévisibles dehors aujourd'hui. Tu promets ?» Emily hocha la tête sérieusement. Elle tenait fermement la laisse de Ranger lorsqu'ils passèrent sous la porte réservée au personnel. Le bureau de Thomas était modeste, mais frais. Des papiers s'empilaient sur son bureau et des affiches éducatives sur la faune couvraient les murs. Par la fenêtre, on pouvait apercevoir des membres du personnel courir dans tous les sens, les voix tendues, les gestes rapides. Thomas embrasse sa fille sur le front. « Sois sage. Je reviens vite. » Puis il disparut, talkie-walkie déjà à la main. Emily s'installa à son bureau, sortit des crayons trouvés dans un tiroir et commença à dessiner. Ranger, couché à ses pieds, semblait apaisé, bien que ses oreilles tressaillent au moindre bruit. Le talkie, oublié sur le bureau, grésillait parfois, livrant des fragments de conversations urgentes. Le python est toujours introuvable. Secteur 5, sécurisé. On passe au secteur 6. Équipe de tranquillisants prête. Emily s'immobilisa, son crayon suspendu au-dessus de sa feuille. Le mot python déclencha dans sa mémoire une image précise. Celle de l'enclos aux reptiles qu'elle avait visité la dernière fois. Elle se souvenait de Monty, le plus grand serpent du parc. Un python birman gigantesque, long comme 3 fois son père. Une nouvelle voix résonna dans le talkie, celle de sa grand-mère. « Thomas, ici Eleanor. Je suis à la maison des reptiles avec le docteur Franklin. On a trouvé de la peau de mue, mais pas de serpent. Je vais vers la périphérie ouest pour inspecter les canaux. Ces bêtes aiment l'eau quand elles sont stressées. » Un frisson parcourut Emily malgré la fraîcheur de la pièce. Sa grand-mère était donc sur place. Elle ne pouvait pas être loin. Soudain, Ranger dressa la tête. Son corps se tendit, un grondement naissant dans sa gorge. Ses oreilles pointaient vers la porte. Emily sentit son propre corps se raidir. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura-t-elle, puis elle l'entendit. Un sifflement, 3 notes. Le signal que sa grand-mère utilisait toujours pour appeler les animaux au refuge. Ce sifflement, joyeux et familier, sonnait aujourd'hui faux, tremblant, lointain. Le sifflement retentit à nouveau, un peu plus faible cette fois. Puis, un cri de douleur net, tranchant. Emily blêmit. Elle reconnut immédiatement la voix de sa grand-mère. Ranger bondit sur ses pattes, tirant violemment sur sa laisse. Ses griffes raclèrent le sol carrelé. Emily tenta de le retenir, mais il était déjà prêt à foncer. « On doit rester ici », souffla-t-elle sans trop y croire elle-même. Elle se précipita vers la fenêtre, se hissant sur la pointe des pieds. Elle ne vit que des employés courant vers le cœur du parc, tous tournés dans la direction opposée au bâtiment administratif. Le sifflement, à peine audible, résonna une dernière fois, suivi d'un silence pesant. Ranger poussa un aboiement strident, tirant à nouveau sur sa laisse. Cette fois, Emily ne le retint pas. Elle lâcha tout. Son cœur d'enfant savait une chose avec une certitude que même un adulte n'aurait pas pu nier. Sa grand-mère était en danger, et personne d'autre n'était là pour l'aider. Elle courut jusqu'à la porte, ses doigts tremblants cherchant la poignée. L'ouvrit. Le couloir était désert. Tous les employés de Wildhaven étaient déjà partis gérer l'urgence. Elle suivit Ranger qui reniflait l'air, concentré, déterminé malgré sa patte manquante. Ils sortirent par une porte latérale et se retrouvèrent dans l'air brûlant de l'Arizona. Tout semblait différent dehors. Le calme habituel du parc avait disparu.
Plus aucun visiteur, plus aucune visite guidée, seulement des cris au loin et le vacarme lointain des enclos en alerte. Émilie sentit son estomac se nouer. Ranger, lui, avançait vite, la truffe collée au sol, suivant une piste invisible. Ils contournèrent le centre des visiteurs, passèrent par un petit sentier de service et débouchèrent sur une allée cachée bordée d'arbustes épineux. En tournant un virage, Émilie s'arrêta net. Là, étendue au sol, près d'un chariot médical renversé, gisait sa grand-mère. Les cheveux argentés d'Élénore s'étaient défaits de leur éternel chignon, et son visage habituellement ferme était blême. Du sang tachait son pantalon, et elle tenait sa cheville dans une main tremblante. « Grand-mère !» cria Émilie en lâchant Ranger et courant à sa rencontre. Mais Élénore, bien qu'agonisante, redressa brusquement la tête. « Ne t'approche pas, Émilie. Stop. Arrête-toi là. » Il était trop tard. L'enfant s'était déjà agenouillé à ses côtés, sa petite main posée sur le bras de la vieille femme. « Tu es blessée. Ta jambe. Tu saignes. Écoute-moi, » dit Élénore d'une voix urgente, la mâchoire crispée de douleur. « Le python, il est tout près. Je le suivais quand je suis tombée. Il pourrait encore être là. Tu dois retourner à ton père. Tout de suite. » Ranger, resté près d'elle, s'arrêta soudain. Son corps se figea. Ses muscles se contractèrent. Un grondement sourd monta de sa gorge. Émilie tourna la tête en suivant son regard. Elle ne vit d'abord rien. Le paysage semblait immobile. Mais là, à l'ombre d'un abri à outils, l'herbe haute ondulait d'une manière étrange. Pas à cause du vent. « Sainte Mère !» murmura Éléanore en agrippant le bras d'Émilie. « Ne bouge pas. Ne fais pas un seul geste. » L'herbe se divisa. Un corps sinueux, long et musclé, émergea lentement de la végétation. Le python, un monstre. Ses écailles luisaient sous le soleil. Mais il n'était pas seul. Dans ses anneaux puissants, quelque chose s'agitait faiblement. « Sandy !» souffla Élénore, horrifiée. Le Golden Retriever que le refuge avait accueilli le matin même, un ancien chien de thérapie abandonné après la mort de sa maîtresse. Élénore l'avait amené au parc pour ses premiers vaccins. Le chaos de la journée avait dû lui permettre de s'échapper. Sandy se débattait mollement. Le python resserrait son étreinte. Les pattes de la chienne tremblaient. Son regard chercha de l'aide. Émilie sentit une brûlure au fond de la gorge, un mélange de peur, d'impuissance et d'injustice. « Il faut l'aider !» hurla-t-elle en se relevant d'un bond. « Non !» gronda Éléanore. « Reste en arrière. Ce serpent pourrait tuer un cerf, tu comprends? Et toi, tu es si petite. » Mais Ranger, lui, ne recula pas. Il fixa Sandy, et son comportement changea en un instant. Ce n'était plus le chien craintif du refuge. Un feu ancien s'était allumé dans son regard. Sans un mot, sans hésitation, il bondit en avant. « Ranger, non !» cria Émilie tendant les bras. Mais Ranger était déjà parti. « Bon sang !» souffla Éléanore, les dents serrées. « Ce chien est plus brave que n'importe quel homme. Émilie, cours, retourne au bâtiment. Trouve ton père. Vite !» Émilie resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus rien d'autre. Ranger, malgré son handicap, se déplaçait avec une agilité surnaturelle. Il tournait autour du serpent, aboyant, le provoquant, cherchant à détourner son attention. Le python hésita, ses anneaux commencèrent à se desserrer autour de Sandy, perturbé par cette attaque inattendue. « C'est ça !» murmurait Éléanore, les yeux fixés sur la scène. « Détourne-le, mon vieux. Tiens bon !» Ranger mordit la queue du serpent. Le python se retourna brusquement. Sandy glissa hors de l'étreinte et tomba lourdement sur le sol, haletante mais vivante. Mais Ranger n'en avait pas fini. Il continuait de harceler le serpent, l'attirant toujours plus loin de Sandy. Son expérience de chien de sauvetage parlait. Il se servait de ses trois pattes, comme d'une stratégie, pivotant avec une souplesse que peu de chiens valides auraient pu égaler. « Regarde-le !» dit Éléanore, les larmes aux yeux. Il n'a pas oublié qui il est, et soudain tout bascula. Ranger fit un pas de trop, une erreur minuscule, et le python frappa. Ses mâchoires claquèrent sur la patte arrière de Ranger. En un instant, le serpent s'enroula autour de lui, l'écrasant, l'emprisonnant. Le chien gémit, ses pattes griffaient le sol. Sa poitrine compressée l'empêchait de respirer. « Ranger !» hurla Émilie, courant vers lui. Éléanore l'attrapa un extrémis par le t-shirt, la retenant de justesse. « Tu ne peux pas l'aider ainsi, Émilie. Tu vas y rester toi aussi. » Le regard de Ranger croisa celui d'Émilie. Un regard lucide. Un regard qui disait « Je sais ». Un regard d'amour, de confiance, de loyauté. Émilie sentit ses jambes trembler. « Il va mourir, mamie », sanglota-t-elle. « On doit faire quelque chose. » Les yeux d'Éléanore balayèrent le sol autour d'elle, son chariot renversé, ses instruments éparpillés. Son regard s'arrêta sur un objet.
le bâton à décharge. Émilie, écoute-moi bien. Dans le chariot, il y a un bâton électrique, celui que ton père utilise en cas d'urgence. Il envoie une petite décharge pour effrayer les grands animaux. Cherche-le, vite! Émilie se précipita vers le chariot, ses mains fouillant parmi les compresses, les fioles de sérum, les pinces. Mais le bâton n'était pas là. Je ne le trouve pas? Alors cherche près de l'abri. Thomas en garde souvent un là-bas. Émilie courut vers la cabane de service. La porte était verrouillée, mais une petite fenêtre était entr'ouverte. En grimpant sur un vieux seau, elle aperçut l'objet suspendu au mur. Elle tendit le bras, l'attrapa du bout des doigts. Le bâton lui échappa presque des mains sous son poids, mais elle le serra fort. Elle revint en courant. Eleanor tenta de se lever, mais sa cheville l'en empêcha. Elle s'effondra avec un cri de douleur. « Maudite vieille carcasse !» grogna-t-elle. Émilie regarda sa grand-mère, puis Ranger. Le chien ne bougeait presque plus. Ses yeux perdaient leur éclat. Sa langue pendait. La spirale du python s'était resserrée. Quelque chose changea en elle à cet instant. L'enfant effrayé fit place à une force plus ancienne, plus profonde. Émilie saisit fermement le manche du bâton. « Émilie, non !» hurla Eleanor. « C'est trop dangereux. » Mais la petite fille y avançait déjà. Émilie s'approche lentement. Le sol brûlant mordait la semelle de ses baskets. Mais elle ne sentait plus rien. Toute son attention était concentrée sur le serpent. Le python continuait de s'enrouler autour de Ranger, ignorant la silhouette chétive qui avançait vers lui. Émilie repensa aux instructions de son père. Toujours viser la tête, ne jamais s'approcher de face, tenir le bâton fermement. Et surtout, ne pas trembler. Le serpent tourna légèrement la tête, ses yeux noirs, froids, sans expression, croisèrent le regard d'Émilie. Elle ne recula pas. À 6 ans, elle se tenait là, face à un prédateur de 15 pieds de long, sans armure ni défense, juste son amour pour son chien, comme unique protection. « Lâche-le » murmura-t-elle, « lâche mon chien ». Le python ne bougea pas. Alors, Émilie serra les dents et appuya sur le bouton du bâton. L'arc électrique grésilla dans l'air. Elle visa et frappa. Un éclair bleuté jaillit de l'extrémité de la tige. Le serpent se contracta, son corps vibrant sous le choc. Les anneaux se desserrèrent d'1 pouce. Pas assez pour libérer Ranger, mais suffisant pour briser le cycle. Encore, encouragea Eleanor, haletante. Vise la tête. Une seconde fois. Émilie s'avança de nouveau. Ses mains tremblaient, mais elle ne recula pas. Elle frappa une seconde fois, cette fois plus fort, plus précisément. Le bâton toucha le haut du crâne du serpent. Une odeur âcre monta dans l'air. Le python se tortilla, ses muscles se tendant sous l'impact de la décharge. Ranger sentit l'ouverture. Dans un dernier effort, le chien utilisa toute sa force restante pour se tordre dans la spirale du serpent. Une de ses pattes se dégagea, puis une autre. Il gémit de douleur, mais ne s'arrêta pas. Avec un grognement sourd, il bascula sur le côté, arrachant le reste de son corps de l'étreinte. « Oui !» cria Émilie, les larmes aux yeux. « Tu y es presque, mon grand !» Mais le python, bien qu'atterré, n'était pas vaincu. Il se redressa, sa gueule entr'ouverte, les crochets prêts. Son corps massif commença à se repositionner, prêt à frapper de nouveau. « Tiens-toi prête, dit Eleanor. Si tu rates, il te frappera, toi. » Émilie recula de quelques pas. Le serpent la suivit du regard. Sa langue bifide goûtait l'air. Et puis soudain, un aboiement. Un cri rauque, douloureux mais déterminé. Ranger s'était relevé, vacillant. Du sang moussait à la commissure de ses babines. Une de ses pattes arrière pendait, probablement cassée. Mais il se tenait entre le serpent et Émilie, prêt à mourir encore une fois pour elle. « Non, Ranger, reste en arrière » murmura Émilie, les larmes aux yeux. Mais Ranger grogna, un son profond, animal, ancien. Il n'était plus un chien blessé, il était un protecteur. Le python hésita, dérouté par la résistance inattendue. Émilie vit sa chance. Elle contourna rapidement le serpent par l'arrière, se rappelant les conseils de son père. Les serpents voient mal à l'arrière. Elle se positionna à la base du crâne du reptile, visa, appuya et frappa. Dans un mouvement net, précis, il sauta sur le python, le plaquant au sol. Un coup de patte, un autre. Le serpent tenta de fuir, mais il était perdu. Le roi du désert venait de rendre justice. Émilie serra Ranger dans ses bras. Il tremblait de douleur, mais il était sauf. Et désormais entouré d'alliés inattendus. Le lion se tenait au-dessus du serpent maintenant inerte. Son souffle était régulier, contrôlé, comme s'il venait d'accomplir une simple formalité. Derrière lui, les lionnes observaient en silence. Aucune ne montrait de signe d'agressivité. Émilie restait immobile, les bras passés autour de Ranger, son cœur battant contre sa poitrine comme un tambour affolé.
Elle aurait dû être terrifiée. Mais quelque chose dans l'attitude de ces félins la retenait de fuir. La lionne à l'oreille entaillée fit un pas de plus vers Ranger. Elle s'arrêta, baissa la tête légèrement et poussa un nouveau souffle amical. Ranger la regarda, les yeux mi-clos, puis, lentement, leva le museau en réponse. Il la reniflait. La reconnaissait-il? Il la connaissait d'une manière que même Émilie ne comprenait pas. « Grand-mère » souffla Émilie sans détourner les yeux. « Qu'est-ce qu'ils font ?» « Je n'en ai aucune idée » répondit Éléanore, toujours allongée au sol. Mais sa voix était changée. Il n'y avait plus que l'étonnement, plus de peur. Ces lions ne semblaient pas venus pour chasser. Ils semblaient venus pour autre chose. Le lion se retourna enfin, s'éloignant du cadavre du serpent. D'un pas calme, il rejoignit la lionne aux côtés de Ranger. Il s'assit, simplement, majestueusement, comme s'il montait la garde. C'est à ce moment-là qu'un cri résonna au loin. « Émilie! Éléanore !» Des pas précipités martelaient le sol. Le bruit de bottes, le cliquetis de boucles de ceinture, des voix d'hommes en alerte. Et soudain, au détour du sentier, apparut Thomas Carter, suivi de 3 membres du personnel de Wildhaven. Fusils hypodermiques en main, leurs visages étaient tendus, prêts à tirer au moindre faux mouvement. Thomas se figea, ses yeux balayèrent la scène, sa fille à genoux, le chien ensanglanté contre elle, sa mère au sol, des lions tout autour, un python inerte. Il crut qu'il devenait fou. « Ne bougez pas !» cria-t-il, levant son arme. « Je prends le mal en premier. »« Non !» hurla Émilie, se levant d'un bond, bras en croix devant les lions. « Ne tire pas, papa. Ils nous ont aidés. » La lionne à l'oreille entaillée recula d'un pas, comme si elle avait compris le ton de la voix de l'enfant. Elle ne montra aucun signe d'hostilité. Elle se contenta de fixer Thomas, immobile, attentive. Thomas, figé, regarda sa fille, puis le lion, puis sa mère. « Maman, c'est de qu'est-ce que je regarde là ?» Éléanore s'était redressée tant bien que mal contre un rocher. Son visage était pâle, sa jambe enflée, mais elle gardait son calme légendaire. « Ce que tu vois, Thomas, c'est un miracle. Ces lions nous ont trouvés après l'attaque. Ils ont encerclé Ranger, mais ils ne l'ont pas attaqué. Ils l'ont protégé. C'est insensé ?» balbutia Thomas, toujours son arme levée. « Ce sont des lions, maman, des prédateurs, et Ranger est blessé. » Une autre voix s'éleva derrière lui. Elle dit vrai. Docteur Karen Meyers, la vétérinaire en chef du parc, venait d'arriver. Elle observait la scène avec un mélange de fascination et de précaution. Ce comportement n'est pas normal, pas du tout. Les lions ont eu toutes les raisons de les attaquer. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. « Je les connais », ajouta Émilie, les yeux brillants. « Le lion, c'est le chef. Et la femelle avec l'oreille coupée, elle connaît Ranger, je le sens. Elle le reconnaît. » Thomas fronça les sourcils. Une mémoire refoulée remonta lentement en lui. Un événement, des années plus tôt. Une mission de sauvetage, un incendie, un appel radio. « Attendez une seconde », dit-il, baissant enfin son arme. « Est-ce que c'est possible ? 3 ans plus tôt, pendant l'incendie de la forêt Oakfield, Ranger avait localisé des lionceaux abandonnés. Le feu avait déjà ravagé les enclos temporaires. La mère des lionceaux était morte. Mais Ranger les avait trouvés. Il les avait ramenés un par un. Et il avait été blessé par un arbre en flammes. Exactement, confirma Éléanore, le regard fixé sur la lionne. Et si je ne me trompe pas, cette femelle, celle qui s'approche de Ranger, c'est l'un de ces lionceaux. Karen Myers hocha lentement la tête. C'est plausible. On les avait temporairement relogés près de la zone sinistrée. Et quand on a récupéré les survivants, on ignorait comment les lionceaux avaient survécu si longtemps seuls, jusqu'à ce qu'on nous dise qu'un chien les avait retrouvés. Émilie regarda son père, ses grands yeux emplis d'espoir. « Tu vois, papa ? Ils se souviennent, ils savent de que Ranger les a sauvés. » Un silence impressionnant tomba sur le groupe. Le lion, le python, le chien blessé, la fillette, les lionnes et le personnel en uniforme, tous réunis dans une scène digne d'un conte, entre danger et miracle. Puis lentement, la lionne à l'oreille entaillée s'approcha de Ranger. Elle posa son museau contre le sien. Une brève seconde, une salutation, une reconnaissance. Puis elle recula. Émilie sentit ses larmes couler. Elle lui dit merci, murmura-t-elle. À cet instant, Karen s'avança doucement vers Ranger. Son regard professionnel analysait déjà les blessures. Il faut l'emmener immédiatement à la clinique vétérinaire. Sa respiration est faible, sa patte arrière est brisée et il a probablement des côtes fracturées. On ne peut pas perdre de temps. Thomas hocha la tête, reprenant ses esprits. « Émilie, éloigne-toi un instant, ma puce. Laisse la docteur Meyer s'occuper de lui. »« Je ne veux pas le laisser seul », protesta la fillette, des sanglots dans la gorge. « Il faut qu'il aille à l'hôpital.
lui expliqua Eleanor calmement. « Et tu pourras y aller aussi. Mais là, c'est une urgence. » Emily regarda Ranger puis les lions. Ces derniers reculaient lentement, ouvrant un passage clair, comme s'ils comprenaient. « Ils nous laissent partir !» souffla Karen, stupéfaite. « Ils nous donnent leur accord !» Thomas hocha la tête. Il s'agenouilla à côté de sa fille. « Tu as été incroyablement courageuse, Emily. Mais maintenant, on doit sauver Ranger. Il a besoin de toi. Tu dois rester fort. » Emily acquiesça lentement. Elle se pencha vers son chien et lui murmura à l'oreille « Tiens bon, mon brave, on va te soigner. Tu m'entends? On va te sauver. » Ranger émit un faible gémissement, mais sa queue bougea légèrement. Et dans ce mouvement à peine perceptible, il y avait toute la force du monde. Avec des gestes précis et mesurés, la docteure Karen Meyers glissa une couverture d'urgence sous le corps de Ranger. Le chien gémit de douleur, ses muscles tendus par l'effort, mais il ne résista pas. 2 membres du personnel, sous les instructions de Karen, soulevèrent doucement la civière de fortune, la portant jusqu'au véhicule de transport stationné à l'orée du sentier. Emily suivait chaque mouvement de ses yeux grands ouverts, refusant de laisser Ranger disparaître de son champ de vision. « Je viens avec lui », annonça-t-elle d'un ton sans appel. Thomas échangea un regard avec Karen, qui hocha la tête. « Elle peut monter à l'arrière avec moi. Il sera plus calme si elle reste près de lui. Et il aura besoin de tout le réconfort possible. » Thomas s'acquiesça. Éléonore, toujours au sol, tenta de se lever. « Pas question que tu restes ici, maman, » déclara Thomas en s'approchant. « Tu vas à la clinique, toi aussi. » « Ce n'est pas qu'une entorse, » marmonna-t-elle grimaçante. « Mais je veux bien une chaise roulante et une tasse de thé brûlant, si c'est dans le protocole. » Ils s'organisèrent rapidement. Emily monta dans le véhicule, assise juste à côté de Ranger, dont le museau reposait sur ses genoux. Il respirait difficilement, mais ses yeux restaient fixés sur elle, comme s'il voulait graver son visage dans sa mémoire, au cas où « Tu vas t'en sortir », souffla Emily, ses doigts glissant doucement sur la fourrure maculée de sang. « Tu es le chien le plus courageux du monde. » Karen injecta une première dose d'antalgique dans la perfusion qu'elle venait d'installer. Ranger ferma les yeux, ses muscles se détendant à peine. À l'arrière du véhicule, les 2 femmes s'activèrent dans un silence méthodique. Moniteur, électrodes, seringues, perfusion, tout était mis en œuvre pour maintenir Ranger en vie jusqu'à la clinique. À travers la fenêtre arrière, Emily aperçut encore, un instant, la silhouette dorée du lion mâle. Il s'était assis à distance, son regard suivant le véhicule qui s'éloignait. La lionne à l'oreille entaillée le rejoignit, ses 2 lionceaux dans son sillage. Il ne faisait aucun geste pour s'interposer. Ils observaient, comme s'ils veillaient. À l'arrivée à la clinique vétérinaire de Wildhaven, toute l'équipe médicale était déjà prête. La docteure Meyers avait envoyé un appel prioritaire et la salle d'opération avait été préparée en urgence. Emily refusa de quitter Ranger d'une semelle. Elle resta à ses côtés pendant que les vétérinaires s'agitaient autour de lui. « Salle d'opération numéro 2, ordonna Karen. « On appelle le docteur Rosen pour l'anesthésie. Et préparer le scanner portable, il faut évaluer les lésions internes. » Ranger fut installé sur une table chauffante, des capteurs collés à ses pattes et à son torse. Emily se tenait debout, figée, jusqu'à ce que Karen s'approche doucement d'elle. « Écoute, ma grande, Ranger doit être endormie pour l'opération. Il ne sentira rien, mais on a besoin d'espace pour travailler. Tu veux bien attendre juste dehors? Je viendrai te voir dès qu'on aura terminé. Je peux lui parler avant? Demanda Emily d'une voix tremblante. Bien sûr, mais seulement 1 minute. Emily s'approcha de Ranger. Il ouvrit un œil, lentement, comme à travers un brouillard. Sa patte la plus blessée était déjà enserrée dans une attelle provisoire, mais ses flancs se soulevaient avec peine. « Tu vas dormir un moment, mon grand », murmura Emily en posant sa main contre sa joue. « Mais je serai juste là, j'attendrai à côté. Je t'en fais la promesse. » Ranger gémit faiblement et sa queue frappa doucement la table, une fois, comme un battement d'espoir. « Tu es mon héros ?» ajouta Emily. « Et les héros ne meurent pas, pas aujourd'hui. » Puis elle embrassa son front et laissa Karen l'emmener vers la salle d'attente. Thomas l'attendait là, assis, sa main tenant celle d'Eleanor, maintenant installée dans un fauteuil roulant. Les traits de son visage étaient tirés par l'inquiétude. Mais il tenta un sourire pour sa fille. « Tu as été très courageuse, ma chérie. Je suis fier de toi. » Emily ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit en silence, les yeux fixés sur la porte close derrière laquelle Ranger était entre les mains des vétérinaires. Pendant de longues minutes, personne ne parla. Puis Eleanor brisa le silence, comme elle l'avait toujours fait quand les choses devenaient trop lourdes. « Tu sais, Emily, quand j'étais vétérinaire, j'ai vu des animaux revenir de loin.
des cas qu'on croyait perdus, mais ce chien a quelque chose de plus. Il a de l'amour, répondit Émilie sans détourner les yeux. Et moi aussi, ça suffit parfois. Le temps s'étira. L'horloge au mur semblait avancer à reculons. Des voix résonnaient dans les couloirs. Des infirmiers passaient, parfois jetant un coup d'œil dans la salle d'attente. Personne n'osait donner de nouvelles. Puis enfin la porte s'ouvrit. Karen réapparut, fatiguée, son masque pendant à son cou, une fine couche de sueur sur le front. Mais dans ses yeux brillait une étincelle d'espoir. « Il est toujours avec nous », annonça-t-elle sans préambule. On a dû l'intuber pour l'aider à respirer. Ses côtes étaient fracturées. L'une avait perforé un poumon. Il a aussi une fracture nette du fémur postérieur. L'opération va durer encore plusieurs heures, mais il se bat. Émilie se leva d'un bond. « Il va vivre ?» Karen s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je ne peux pas te le promettre, Émilie, mais il a une volonté incroyable. Et il répond mieux que prévu aux soins. Ton chien est un vrai survivant. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Parce qu'il m'a promis qu'il reviendrait. » Éléanore posa une main sur l'épaule de sa petite fille. « Et tu sais quoi ? Je crois qu'il va tenir sa promesse. » Le crépuscule tomba sur Wildhaven. Les derniers rayons du soleil peignaient les murs de la clinique en nuances de cuivre et d'oranger. Dans l'ombre de la nuit qui s'installait, une autre silhouette se dessinait. Au loin, juste à l'extérieur de la clôture arrière de la clinique, un lion se tenait debout, seul, regardant la lumière filtrée par les fenêtres. Il ne rugissait pas, il n'appelait pas, il veillait. La nuit tomba sur la clinique comme un drap silencieux. À l'intérieur, le vrombissement discret des machines rythmait la respiration mécanique de Ranger. Émilie était toujours là, blottie dans un fauteuil trop grand pour elle, enroulée dans une couverture que la docteure Karen lui avait apportée. Ses yeux fixaient l'obscurité derrière la vitre, là où les lumières du parc s'éteignaient peu à peu. Mais elle savait, elle le sentait. Il était encore là, le lion, invisible dans la pénombre, mais présent. Il ne rugissait pas, ne bougeait pas. Il veillait. Dans la salle de soins intensifs, Ranger était étendu, son flanc rasé, des drains fixés à son thorax, des fils courant le long de son corps. Mais malgré l'arsenal médical, il n'avait jamais paru aussi noble. Même inconscient, il dégageait cette même force tranquille. Émilie, les yeux rougis mais secs, tenait un carnet sur ses genoux. Elle écrivait. Chaque mot était une promesse. Elle écrivait leur histoire. Pas celle d'un chien blessé et d'une fillette, mais celle d'un héros silencieux, d'un protecteur revenu d'entre les morts. Elle voulait qu'on se souvienne, que plus jamais on ne traite un chien comme Ranger comme une créature cassée, bonne à être oubliée. Il avait défié un serpent monstrueux, il avait sauvé une vie, et maintenant, un roi lion lui rendait hommage depuis les ombres. Thomas Carter, assis à quelques mètres, observait sa fille sans rien dire. Il se sentait dépassé, bouleversé. Il croyait comprendre les règles de la nature, le comportement des animaux, les instincts primaires et la hiérarchie des espèces. Mais ce qu'il avait vu ce jour-là avait brisé toutes ses certitudes. Un chien protégé par une fierté de lion, un lion veillant une nuit entière sur une clinique vétérinaire, ce n'était pas de la biologie, c'était de l'amour, de la dette, de la loyauté pure. Éléanore, plus tard dans la nuit, fut transférée à l'étage. Entorse confirmée, quelques hématomes, rien de trop grave, mais elle refusait de prendre ses calmants tant qu'elle n'avait pas eu la promesse qu'Émilie dormirait aussi. Et Émilie, têtue comme sa grand-mère, refusa de quitter la salle tant que Ranger ne serait pas hors de danger. Les heures passèrent, le ventilateur émettait une respiration stable, les constantes se stabilisaient. À 3 heures du matin, alors que la clinique baignait dans une lumière tamisée, Ranger bougea. D'abord une oreille, puis un mouvement subtil de la queue. Émilie bondit de son fauteuil. « Il a bougé !» cria-t-elle, réveillant Karen d'un sursaut. La vétérinaire accourut, contrôlant les écrans, palpant doucement le flanc de l'animal. « Tu as raison, il sort doucement de l'anesthésie. Son corps réagit. » Émilie se pencha vers lui. « Tu m'entends, Ranger ? C'est moi, c'est Émilie. Tu es à l'abri maintenant. Tu es vivant. » Le chien gémit, faiblement, mais il gémit, puis lentement, il entr'ouvrit un œil. Il papillonna comme s'il avait du mal à croire ce qu'il voyait, et il la vit, elle, sa petite humaine. Un frisson parcourut son dos. Son regard s'éclaira. Il voulut lever la tête, mais Karen le retint. « Pas si vite, mon grand. Tu es encore fragile. Laisse-toi aider. » Mais Ranger n'avait pas besoin de bouger pour dire ce qu'il ressentait. Émilie sentit son cœur exploser de gratitude. Il était revenu. Il avait tenu parole. Et puis, un grondement, lointain, à peine audible.
un grondement de gorge. Elle se retourna vers la fenêtre. Il était toujours là, le lion, debout, dans le halo discret des projecteurs de la clinique, son regard fixé sur l'intérieur, immobile, présent. « Il est resté toute la nuit ?» murmura Karen, qui observait la scène en silence. Thomas les rejoignit, une tasse de café en main. Il suivit leur regard. « C'est pas possible !» souffla-t-il. « Et pourtant, » ajouta Karen, « il ne bouge pas. Il attend quelque chose. » Émilie s'approche de la vitre. Elle leva la main doucement. Le lion ne recula pas. Il cligna lentement des yeux, puis d'un pas tranquille, il tourna la tête et s'éloigna. « Il sait que Ranger va s'en sortir, » dit Émilie. « Il peut repartir maintenant. »« Tu crois qu'il reviendra ?» demanda Karen, presque incrédule. « Non, pas comme ça. Mais il sera toujours là. Je le sens. C'est une promesse silencieuse. » Le lendemain matin, alors que les nouvelles du sauvetage s'étaient répandues dans tout Wildhaven, les employés vinrent un à un déposer des mots, des jouets, des friandises devant la porte de la clinique. Ils avaient entendu ce que Ranger avait fait, vu les traces du combat, et certains avaient même aperçu les lions. Tous, sans exception, avaient été frappés d'un sentiment étrange, du respect et de l'émerveillement. Un article fut publié sur le site officiel du parc intitulé « Ranger, le chien au cœur de lion ». Il fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Mais pour Émilie, une seule chose comptait. Chaque jour, Ranger allait un peu mieux. 3 jours plus tard, il mangeait à nouveau. Une semaine plus tard, il essayait de se lever, clopinant avec sa patte cassée attachée dans une attelle renforcée. À chaque progrès, Émilie le félicitait comme s'il s'agissait d'un exploit olympique. Et pour lui, c'en était un. Un après-midi, alors que Karen procédait à un changement de pansement, elle déclara « Dans quelques mois, il pourrait même remarcher normalement. Avec un peu de chance, on pourra lui poser une prothèse adaptée. Il faudra de la rééducation, bien sûr. Beaucoup. Mais il en est capable. Il peut tout faire, répondit Émilie. Il est invincible. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Ranger n'en avait pas fini avec les miracles. Car ce qui s'était passé ce jour-là, entre lui et les lions, allait marquer bien plus que le personnel du parc. Cela allait bouleverser la science et forcer les experts à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur les liens entre espèces. 1 mois plus tard, une équipe de chercheurs arriva à Wildhaven. Et avec elle, une vérité enfouie bien plus profonde que ce qu'Émilie, son père ou même Eleanor pouvaient imaginer. Ils étaient arrivés un matin d'avril, dans 2 véhicules banalisés, sans uniforme mais avec un équipement sophistiqué. Dr Celeste Harrow dirigeait l'équipe. Spécialiste des comportements interespèces, elle avait travaillé sur des cas célèbres de communication entre dauphins et enfants autistes, ou encore sur la transmission d'émotions entre chevaux et humains traumatisés. Mais rien, selon ses propres mots, ne l'avait préparée à l'appel qu'elle avait reçu de Wildhaven. Elle fut accueillie par Thomas et Karen, tous deux encore partagés entre la fierté de leur parc et une certaine appréhension à l'idée d'être scrutés par des scientifiques extérieurs. Mais dès les premiers instants, Celeste mit tout le monde à l'aise. Elle écouta le récit, les témoignages d'Émilie, d'Eleanor, des soigneurs. Elle examina les traces laissées par le combat, observa les vidéos de surveillance, puis elle demanda à voir le chien. Ranger était déjà bien rétabli. Il ne courait pas encore, mais il marchait d'une démarche inégale mais pleine de volonté. Son regard n'avait rien perdu de sa clarté. Lorsqu'il vit Émilie entrer avec les chercheurs, il se redressa comme un soldat au garde-à-vous. Et lorsqu'il vit Celeste s'approcher, il s'assit, calmement, comme s'il avait compris qui elle était. « Impressionnant », murmura-t-elle. « Il est plus qu'un chien. Il est une mémoire vivante. » Elle passa du temps avec lui, beaucoup de temps. Elle analysa ses réponses à divers stimuli, testa ses réactions face à des enregistrements sonores. Et enfin, après plusieurs jours, elle fit installer une plateforme d'observation dans une zone reculée du parc, là où les caméras avaient filmé la Fierté de Lion quelques semaines plus tôt. Et puis, elle attendit. Pendant 8 jours, rien ne se produisit. Pas une seule trace des lions. La température montait, les vents du désert soufflaient, et certains membres de l'équipe commençaient à douter. Mais Émilie, elle, était convaincue. « Ils reviendront », assurait-elle chaque soir. Ils n'ont pas fini. Et elle avait raison. Au 9e jour, à l'aube, un rugissement traversa les gorges rocailleuses qui entouraient Wildhaven. Pas un rugissement de menace, un appel. Puis, ils apparurent. Le lion, la lionne à l'oreille entaillée et leurs 2 jeunes. Ils avançaient lentement, avec la dignité d'un cortège royal. Ils s'arrêtèrent à la lisière du périmètre de sécurité et attendirent. Celeste fit venir Ranger. Émilie l'accompagna,
tenant la laisse avec une douceur extrême. Le chien ne montra aucun signe d'hésitation. Au contraire, dès qu'il sentit leur présence, il redressa la tête et accéléra le pas. Ses pattes heurtaient le sol irrégulier avec difficulté, mais il ne ralentissait pas. Lorsqu'il aperçut le lion, il s'immobilisa. Le roi du désert s'approcha lentement, un pas après l'autre. À 10 mètres de distance, il s'arrêta. Les deux mâles se regardèrent, puis dans un geste aussi improbable que bouleversant, le lion s'assit et inclina légèrement la tête, un signe de reconnaissance. Un salut? Une révérence. C'est presque impossible, balbutia Céleste, ses jumelles tremblant dans ses mains. Ce n'est pas un comportement documenté. C'est une forme de respect, peut-être de gratitude. C'est du jamais vu. Karen, restée près d'Émilie, murmura « On dirait qu'il le considère comme un membre de la meute. De la fierté ?» corrigea Émilie, sans détourner les yeux. « Il est l'un des leurs, même sans crinière. » Céleste mit en place des protocoles d'observation, des drones discrets, des capteurs infrarouges, des microphones dissimulés. Pendant plusieurs jours, l'équipe analysa tout, la fréquence des visites, les distances respectées, les postures des lions, et ce qu'ils découvrirent bouleversa leur compréhension même du lien interspécifique. Le lion mâle revenait toujours seul en fin de journée. Il se postait devant la clinique vétérinaire, là où Ranger avait été soigné, même après qu'il eût quitté les lieux. Parfois, il restait 1 heure, parfois de plus de 4, sans bouger, juste là, en silence. Céleste proposa alors une idée folle. « Je voudrais qu'on libère Ranger juste quelques minutes dans l'enclos sécurisé, qu'on laisse les lions venir et qu'on observe. Vous êtes sérieuse ?» demanda Thomas, la mâchoire crispée. « Ce sera sous contrôle, avec des équipes en surveillance. Si le moindre comportement menaçant apparaît, on intervient immédiatement. Mais je pense, non, je crois, qu'ils doivent se revoir, sans barrière, juste une fois. » Émilie plaida pour. Eleanor approuva. Karen mit en place toutes les sécurités nécessaires. Et 2 jours plus tard, la rencontre eut lieu. Le soleil n'était pas encore haut lorsque l'équipe termina de sécuriser l'enclos. C'était une vaste zone naturelle délimitée par des parois rocheuses et des clôtures invisibles, équipée de miradors discrets et de tranquillisants à distance prêts à l'emploi. Rien n'était laissé au hasard. Si les choses tournaient mal, il pourrait intervenir en quelques secondes. Mais personne ne disait ce qu'il pensait vraiment. Que ce moment-là, ce qu'il s'apprêtait à voir, dépassait tous les protocoles. Ranger attendait à l'ombre d'un grand acacia. Il était calme, pas excité, pas nerveux, juste présent. Émilie se tenait à côté de lui, la main sur son collier, comme un rituel silencieux avant une grande traversée. Son père, posté derrière la vitre d'observation, ne la quittait pas des yeux. Eleanor, dans un fauteuil roulant, à côté de Karen, serrait un mouchoir dans ses mains ridées. Puis la porte opposée de l'enclos s'ouvrit. Le lion entra, seul. Il avança de ce pas lent, silencieux, presque cérémonial. À aucun moment il ne grogna, à aucun moment il ne baissa les yeux. Ranger non plus. Dès l'instant où il le vit, il fit 2 pas vers lui, sa patte encore maladroite, traînant un peu, mais sans hésitation. Les 2 mâles s'approchèrent jusqu'à une distance d'1 mètre. L'équipe, suspendue au-dessus de ses écrans, ne respirait plus. Émilie avait cessé de cligner des yeux. Eleanor s'était levée malgré sa blessure, comme portée par quelque chose de plus grand qu'elle. Et puis, le lion pencha la tête. Ranger fit de même. Pas une attaque, pas une défiance, un langage oublié, un code entre survivants. Ils se saluèrent. Puis la lionne entra à son tour, suivie de ses jeunes. Elle n'alla pas vers Ranger immédiatement. Elle observa d'abord, puis lentement, elle approcha, son museau effleurant celui du chien, avant de le contourner et de s'asseoir à ses côtés. « Il l'accepte », souffla Céleste, la voix nouée. « Pas comme un invité, comme un membre du groupe. » Les lionceaux, hésitants au départ, finirent par s'approcher. Ils le reniflèrent doucement. L'un d'eux fit même mine de lui mordiller l'oreille, un jeu classique chez les jeunes fauves. Ranger, fatigué, répondit par un mouvement lent de la queue, l'équivalent canin d'un sourire. La scène dure 22 minutes. 22 minutes de silence, d'observation, de contact. Puis, comme si une horloge invisible avait sonné, le lion se leva, il fit demi-tour et s'éloigna. Les autres suivirent. Et à aucun moment, aucun n'avait montré la moindre agressivité. Ils n'avaient pas toléré Ranger, ils l'avaient reconnu. Quand la porte se referma derrière eux, l'équipe se précipita vers le chien. Émilie fut la première à courir. Elle tomba à genoux devant lui, le serra contre elle, en larmes. « Tu es incroyable !» souffla-t-elle. « Incroyable !» Karen examina Ranger avec attention. Tension artérielle stable, respiration normale,
pas de choc, pas de traces de stress. Il est serein, déclara-t-elle, comme s'il venait de retrouver une part de lui-même. Ce jour-là, les images de cette rencontre furent enregistrées sous plusieurs angles. Elles furent analysées, présentées lors d'une conférence scientifique internationale et diffusées plus tard dans un documentaire intitulé « Frères de la savane ». Mais pour Emily, ces images ne représentaient qu'un fragment de ce qu'elle avait ressenti. Ranger n'était pas juste un chien, il était un pont, un trait d'union entre deux mondes, et il venait de prouver que même les frontières les plus ancrées dans la nature pouvaient se dissoudre dans la reconnaissance et la mémoire. Les jours suivants, quelque chose changea dans le parc. Les visiteurs, en apprenant ce qui s'était passé, affluaient en nombre. Pas seulement pour voir les lions, mais pour voir Ranger, le chien devenu symbole. Des enfants venaient déposer des colliers faits main devant l'entrée de la clinique. Une famille offrit même une médaille gravée à son nom. Ranger, courage, mémoire, loyauté. Emily, elle, reprenait peu à peu une vie normale. Elle retournait à l'école, retrouvait ses amis, mais chaque après-midi, sans exception, elle venait voir Ranger, désormais logé dans un enclos spécial, semi-ouvert, avec accès à une zone naturelle où il pouvait se rééduquer tout en douceur. Et parfois, au crépuscule, lorsqu'elle restait assise près de lui dans l'herbe haute, elle entendait un grondement familier, lointain, apaisé, une présence, juste au-delà de la colline. Il revenait, pas tous les soirs, pas toujours visible, mais il n'avait jamais vraiment disparu. Quelques semaines après la rencontre, l'histoire de Ranger avait fait le tour du pays. Les images de ce chien au regard sage, assis paisiblement entre un lion et une lionne dans la lumière dorée du désert, avaient envahi les écrans. Les réseaux sociaux s'en étaient emparés, les journaux aussi. Des experts, des sceptiques, des rêveurs et des scientifiques débattaient sur les plateaux télé. Que s'était-il vraiment passé entre ces lions et ce chien? Était-ce de l'instinct, de la mémoire ou quelque chose de plus profond? Mais au milieu du tumulte médiatique, Wildhaven restait un sanctuaire. Et pour Emily, rien ne comptait davantage que la paix retrouvée de Ranger. Il marchait mieux, chaque jour, il gagnait un peu plus de mobilité. Sa patte arrière restait fragile, mais grâce à une prothèse imprimée en 3D, offerte par une université vétérinaire de Californie, il retrouvait peu à peu l'équilibre. Les séances de rééducation étaient longues, mais il les affrontait avec le même calme que dans la savane. Il ne pleurait jamais, ne montrait jamais de signes de peur. Et à chaque pas maladroit, Emily était là. Elle lui parlait, l'encourageait. Un pas à la fois, mon héros. T'es plus fort que la douleur. Le parc, quant à lui, connaissait une affluence sans précédent. Mais Thomas avait pris une décision ferme. Aucune interaction avec Ranger ne serait monétisée. Pas de selfie, pas de session photo, pas de merchandising. Il refusa même plusieurs propositions de studio cherchant à adapter l'histoire au cinéma. Ce n'est pas une mascotte, répétait-il. C'est un survivant. Et ce qu'il a fait n'a pas de prix. Cependant, quelque chose changea dans les allées du parc. Les visiteurs semblaient différents, plus respectueux, plus silencieux. Les enfants se taisaient lorsqu'ils approchaient de l'espace dédié aux lions. Certains laissaient des dessins, d'autres déposaient de petites pierres, comme un hommage. Et au centre de cette transformation, il y avait Emily, toujours présente, toujours humble, refusant de devenir une petite célébrité. Elle ne voulait pas de caméra, elle voulait juste être là, avec Ranger, comme avant. Mais un matin, alors qu'elle était assise à l'ombre avec lui, un vieil homme s'approcha. Il portait un chapeau de cow-boy élimé et une canne tordue par le temps. Il s'agenouilla avec difficulté devant le chien et resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il dit simplement « Quand j'ai perdu mon frère dans une attaque de fauve, j'ai juré que je ne regarderai plus jamais un lion de ma vie. Mais aujourd'hui, je vois quelque chose que je ne comprends pas, et je pense que je suis prêt à leur pardonner. » Emily ne sut pas quoi répondre, mais elle vit Ranger remuer la queue doucement, comme s'il comprenait. L'histoire dépassait désormais le simple fait divers. Elle touchait des zones profondes, des mémoires anciennes. Elle forçait les gens à reconsidérer leur rapport à la nature, à la violence, à la peur. Puis un jour, alors que tout semblait s'apaiser, une lettre arriva. Elle portait le sceau de la Fondation Cormac pour la recherche en comportement animal. À l'intérieur, une invitation. Le comité voulait remettre à Ranger et à Emily le prix des liens vivants, une distinction remise chaque année à ceux qui avaient permis un rapprochement exceptionnel entre humains et animaux. C'était la première fois qu'un chien serait nommé. Et encore plus exceptionnel, la première fois qu'un lion était cité dans la même ligne. Thomas hésita, Karen aussi. Mais Emily fut catégorique. Il a gagné ce prix, je veux qu'on l'honore.
La cérémonie eut lieu dans un amphithéâtre en plein air à Phoenix. Emily était vêtue d'une robe blanche simple. Ranger marchait à ses côtés, la tête haute, malgré son boitement encore visible. Le public s'était levé à leur entrée. Pas de cris, pas d'applaudissements tonitruants. Juste un silence respectueux, presque religieux. Quand elle monta sur scène, Emily ne lut pas de discours. Elle prit le micro et dit, d'une voix claire, « Ranger n'a jamais voulu être un héros. Il voulait juste me protéger. Et un jour, il a protégé une lionne. Puis elle l'a protégée en retour. Et ce jour-là, on a tous appris qu'on peut se souvenir. Qu'on peut choisir la loyauté, même quand la peur est de là. Merci pour ce prix. Mais je crois que ce sont les lions qui devraient être là à côté de moi. » Une ovation suivit. Mais elle ne dura pas longtemps. Emily descendit aussitôt, refusa les interviews. Elle rejoignit Ranger, lui passa la médaille autour du cou et murmura « C'est la tienne. Tu l'as gagnée pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Ce soir-là, alors qu'il rentrait au parc, Emily s'endormit contre Ranger dans le van. Il posa sa tête contre elle, et même dans son sommeil, sa queue bougeait doucement. Il savait. Et à l'extérieur, bien au-delà des murs du parc, dans l'ombre du désert, une silhouette massive avançait lentement vers le promontoire rocheux qu'ils avaient baptisé le Gué du Roi. Le lion, toujours là, toujours fidèle. Le retour à Wildhaven fut marqué par une étrange sensation de paix, comme si tout ce qui devait être dit l'avait été. Ranger était à la maison, Emily aussi, et les lions, même invisibles, faisaient désormais partie du paysage. Ils ne venaient plus tous les jours, mais leur présence était palpable. On les entendait parfois au loin, à la tombée du jour, un grondement grave, profond, qui résonnait à travers les gorges comme une prière ancienne. Plus personne n'en avait peur, les visiteurs s'arrêtaient pour écouter en silence. Et Emily racontait, pas comme une légende, pas comme une fable pour enfants, mais comme un témoignage. Elle avait commencé à tenir un journal, une sorte de carnet de bord illustré, avec des dessins faits à la main, des anecdotes, des souvenirs. Elle y racontait comment Ranger avait choisi de protéger la lionne, comment les fauves étaient revenus, comment un chien et un prédateur naturel étaient devenus frères d'instinct. Son institutrice lui proposa même de lire quelques extraits devant la classe. Ce qu'elle fit avec une aisance rare pour une enfant de 10 ans. Ces mots touchaient, parce qu'ils étaient vrais, pas enjolivés, pas romancés, et surtout parce qu'ils venaient du cœur. Un jour, dit-elle à ses camarades, Ranger s'est couché devant moi pour me sauver. Mais je crois que ce jour-là, c'est moi qui l'ai sauvé aussi. On s'est sauvés mutuellement. C'est ça, une famille. Ce jour-là, plusieurs enfants pleurèrent. Une semaine plus tard, une lettre arriva de la part d'un petit garçon d'un autre État. Elle était écrite à la main, maladroitement, avec des fautes d'orthographe, mais une sincérité désarmante. « Chère Emily, mon chien Lucky a peur de tout. Il vient d'un refuge et il tremble quand j'approche. Mais j'ai lu ton histoire. Et je veux qu'il devienne comme Ranger, même s'il a une patte tordue et qu'il ne veut jamais jouer. J'ai décidé de ne pas abandonner. Merci. Ton ami, Kyle, 8 ans. » Emily accrocha la lettre au mur de sa chambre, à côté de la photo de Ranger avec sa médaille. Ce qui avait commencé comme une tragédie était devenu un mouvement. De nombreux enfants écrivaient, envoyaient des dessins. Certains demandaient s'ils pouvaient parrainer Ranger. Mais Thomas restait ferme. Pas de profit, pas d'exploitation. Alors Emily eut une idée. Et si on utilisait tout ça pour aider d'autres chiens, ceux qui sont vieux ou cassés ou oubliés, comme Ranger l'était? C'est ainsi qu'est né le Fonds Ranger. Une initiative locale d'abord, qui couvrait les soins, les prothèses, la rééducation pour des chiens blessés ou âgés. Puis, sous l'impulsion de Karen et de la docteure Céleste Harrow, il s'étendit à plusieurs refuges partenaires. En 6 mois, le fonds avait permis la réhabilitation de 22 chiens dans tout le pays. Tous des oubliés, tous des héros silencieux. Pendant ce temps, Ranger reprenait doucement une vie normale. Il marchait mieux, courait parfois. Il dormait plus longtemps, mais ses nuits étaient paisibles. Emily restait souvent couchée à ses côtés, lisant à haute voix des extraits de son journal. Et parfois, juste parfois, Ranger levait la tête, son regard fixé vers l'ouest, comme s'il sentait qu'un regard l'observait. Et au loin, bien au-delà des clôtures, la fierté apparaissait, furtivement. Le lion se tenait en retrait, sa silhouette découpée dans les derniers de feu du soleil. Il ne s'approchait plus, il regardait, il surveillait, il transmettait quelque chose, une leçon, une forme de respect qui dépassait les mots. Karen l'avait dit un jour, « Ce lion ne vient pas pour Ranger, il vient pour nous, pour qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait. » Et personne n'oubliait,
Une plaque fut installée près de l'entrée de la réserve, entre la zone des félins et celle des chiens en rééducation. Elle portait une simple inscription « Ici s'est dressé un pont entre deux mondes, il avait 3 pattes, et un cœur plus vaste que la savane ». Des années plus tard, des visiteurs viendraient encore déposer des fleurs au pied de cette stèle. Certains ne connaîtraient pas l'histoire. D'autres la raconteraient à leurs enfants et dans un souffle, comme on raconte une légende vraie. Et au sommet du rocher baptisé le Guet du Roi, dans le vent qui balayait le sable rouge du désert, résonnerait encore de temps à autre un rugissement lointain. Les années passèrent, le pelage de Ranger grisonna, sa démarche devint plus lente, plus pesante, mais sa dignité, elle, ne faiblit jamais. Il gardait cette prestance discrète, ce calme ancien qu'Émilie appelait sa sagesse. Il n'était plus le chien d'action qu'il avait été, mais il était devenu un guide, une présence, un pilier. Les soigneurs venaient le voir en silence. Il n'aimait pas les gestes brusques, ni les effusions, il préférait la constance, les présences tranquilles, et surtout, la voix d'Émilie. Elle ne ratait jamais un jour, même lorsqu'elle entra au collège, même lorsque la météo faisait rage ou qu'un devoir pressant l'appelait, elle trouvait toujours le temps de venir s'asseoir auprès de lui. Elle lui lisait des poèmes, des extraits de romans, des lettres de jeunes enfants du monde entier. Des lettres pour lui, des lettres pour ce chien à 3 pattes qui avait changé une petite ville au cœur du désert. Parfois, il restait simplement là, sans dire un mot, à regarder le ciel changer de couleur au-dessus du parc. Un matin d'hiver, alors que le vent soufflait en bourrasque au-dessus des gorges, Ranger ne se leva pas. Il était allongé dans sa cabane, ses yeux mi-clos, son souffle lent mais régulier. Émilie, appelée d'urgence, arriva en courant, les joues rougies par le froid. Elle entra sans frapper, s'agenouilla près de lui, posa ses mains sur sa poitrine. Il ouvrit un œil et la vit. Elle, toujours elle sourit, mais ses larmes ne purent être retenues. « Tu es fatigué, hein, mon grand ?» chuchota-t-elle. Il bougea faiblement la queue. Thomas arriva, suivi de Karen et d'Elénore, désormais bien plus fragile elle aussi. Tous comprirent que le moment était venu. La docteure Myers posa doucement une main sur la tête du chien. Il ne souffre pas. Son cœur ralentit. Il s'éteindra en paix. Mais Émilie refusa qu'il parte seul. Elle s'allongea contre lui, comme elle le faisait enfant, sa tête contre son cou, ses bras autour de lui. Elle lui chanta la berceuse qu'elle chantait parfois les soirs de tempête, une vieille mélodie indienne que lui avait apprise un ancien gardien du parc. Et alors que le jour se levait doucement, que le vent se calmait un peu, Ranger ferma les yeux. Son dernier souffle fut un soupir paisible. Il s'en alla dans les bras de celle qui l'avait protégé, aimé, veillé. Et au loin, quelque part dans les gorges, un rugissement s'éleva, unique, long, grave, un appel de deuil, un salut. Ils le crurent seul, mais lorsqu'ils sortirent de la cabane, lorsqu'ils levèrent les yeux vers le sommet de la falaise à l'ouest, ils le virent, lui, le lion, seul, immobile, regardant la scène depuis son promontoire, majestueux, les yeux posés sur l'enclos. Il resta là toute la journée, puis la nuit venue, il disparut. On ne le revit jamais. Émilie organisa elle-même la cérémonie. Pas de cercueil, pas de fleurs artificielles, juste un cercle d'amis, de vétérinaires, de soigneurs et d'enfants venus de loin. Chacun tenait une pierre blanche dans la main. Au centre, un monticule de terre, une stèle simple, rangée 2016 à 2028. Il se souvint, il aima, il pardonna. Chacun déposa sa pierre en silence. Émilie fut la dernière. Elle resta agenouillée longtemps, le regard perdu. Puis elle murmura, comme pour elle seule, « Tu étais mon lion à moi ». Le silence lui répondit, mais au fond d'elle, elle savait. Il n'avait jamais été juste un chien. Il était mémoire, il était transmission, il était la preuve vivante que même ceux qu'on dit brisés peuvent de porter le monde. Quelques mois plus tard, Wildhaven inaugura une nouvelle aile du parc. Un espace mixte, dédié à la rééducation des chiens anciens ou blessés, en cohabitation douce avec certains fauves éduqués et en observation contrôlée. C'était un projet fou, unique au monde, on l'appela The Bridge, le pont. Sur le mur principal, une fresque représentant Ranger et le lion, assis côte à côte, les regards tournés vers l'horizon. Et juste en dessous, quand l'instinct cède à la mémoire, naît le respect. Émilie en devint la marraine. À 13 ans seulement, elle tenait déjà des conférences. Pas pour se mettre en avant, mais pour rappeler aux enfants que la force ne résidait pas dans la domination, mais dans la loyauté, dans la patience, et dans le choix de tendre la patte, même à celui qui semble le plus éloigné de nous.
Le temps continua de filer comme il le fait toujours. Les saisons changèrent, les visiteurs se succédèrent, et Wildhaven devint plus qu'un parc. Il devint un lieu de mémoire vivante, de réflexion, d'éveil. Des familles entières traversaient le pays pour le visiter, pas pour voir des animaux exotiques ou des spectacles tape à l'œil, mais pour comprendre, pour ressentir, pour entendre cette histoire vraie d'un chien, d'une fillette et d'un lion qui ne rugissait pas par menace mais par amour. Émilie grandit. Elle devint adolescente, puis jeune adulte. Son regard, toujours clair et ancré, portait en lui une douceur rare. À 18 ans, elle entra à l'université pour étudier l'éthologie et la psychologie animale avec un double objectif, soigner les animaux et soigner les humains qui avaient été blessés par eux ou avec eux. Mais elle revenait toujours à Wildhaven, toujours. Elle n'avait jamais cessé d'écrire. Son journal avait grandi, s'était enrichi. Elle l'avait transformé en livre, publié sous un titre simple mais puissant, 3 cœurs, moi, Ranger et le lion. Le livre devint un best-seller. Mais elle reversa tous les bénéfices au fonds Ranger qui avait déjà permis de sauver plus de 200 chiens en réhabilitation à travers le pays. Chaque année, à la date anniversaire de la rencontre entre Ranger et la Fierté, une veillée avait lieu dans le parc. Pas un spectacle, mais une cérémonie silencieuse. Les lumières s'éteignaient, une flamme s'allumait sur la stèle de Ranger et des enfants lisaient des lettres adressées à lui. Des lettres d'amour, des lettres de remerciement, des lettres de ceux qui avaient eux aussi trouvé la force de guérir à travers son exemple. Et puis, un jour, alors qu'Émilie s'apprêtait à présenter une nouvelle conférence, un chiot lui fut confié, un rescapé, une patte tordue, les côtes saillantes, des yeux immenses, pleins d'attente. Il ne ressemblait pas à Ranger, pas du tout. Mais quand elle le prit dans ses bras, elle sentit quelque chose, une chaleur familière, une mémoire partagée. Elle l'adopte, le nomma Echo, car c'est ce qu'il était, l'écho d'une promesse, et elle recommença. Elle reprit les longues marches dans la réserve, les heures silencieuses à l'ombre des acacias, les jeux dans la poussière dorée. Echo apprit vite. Il comprenait le langage d'Émilie comme si une corde invisible les liait déjà. Un matin, alors qu'ils marchaient ensemble près de l'ancien enclos des lions, désormais désert, devenu un lieu sacré, Echo s'arrêta. Il redressa la tête, ses oreilles frémirent. Émilie le regarda. « Tu sens quelque chose ?» Le chiot ne bougea pas, mais ses yeux fixaient un point invisible, au sommet de la falaise. Émilie se retourna. Il n'y avait rien, sauf une rafale de vent chaud et un parfum lointain de poussière et de soleil. Mais elle le sentit, elle aussi. Il n'était pas là physiquement, mais il n'avait jamais vraiment quitté l'endroit, rangé, présent dans chaque souffle, chaque silence, un guide invisible. Émilie sourit. « Il t'a trouvé toi aussi, hein ?» Echo aboya doucement, une fois. Comme une réponse, et dans ce moment suspendu, Émilie comprit, ce qu'ils avaient bâti ensemble ne s'arrêterait jamais. Il y aurait toujours un autre chien, un autre enfant, une autre peur à dépasser, un autre rugissement à écouter. Il y aurait toujours, quelque part, un lien à créer. Ce jour-là, elle grava une nouvelle inscription sur une pierre plate qu'elle déposa au pied de la falaise. Il y a ceux qui traversent nos vies, comme le vent, et ceux qui y restent, comme des racines, rangés, pour toujours. Elle s'assit à côté d'Echo, le regard tourné vers l'horizon, et sans un mot, elle recommença à raconter, non plus pour elle, mais pour le monde, pour que personne n'oublie jamais qu'un jour, au cœur d'un désert, un chien à 3 pattes, une fillette de 10 ans et un lion d'or avaient fait tomber les murs entre les espèces et montré au monde ce que signifie vraiment protéger.